Et je vois une démultiplication du potentiel, c'est-à-dire que l'IA toute seule fera rien, ou quelque chose de très moyen qui n'a aucun intérêt. Quand on la met dans les mains de quelqu'un qui sait faire quelque chose et qui sait l'utiliser, ça donne effectivement d'assez bons résultats. Ça, c'est la démultiplication du potentiel d'une personne, d'un savoir-faire. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Clément. Ravi de t'accueillir aujourd'hui, Philippe Lacroix, que j'imagine beaucoup d'entre vous qui nous écoutent connaissent. Alors Philippe, tu me disais en préparant ce podcast, bientôt 60 ans d'existence. Ouais, déjà. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est toi. Ouais. Et surtout 35 ans passés dans le monde de la formation professionnelle. Je te laisserai nous en dire un petit peu plus juste après. En tout cas, tu es le cofondateur avec Philippe Gilles de e-Learning Agency en 2000. Tu nous raconteras cette aventure. Puis de Ildi en 2013. Beaucoup de ceux qui nous écoutent ont, j'imagine, déjà participé à au moins un de vos événements en présentiel ou en distanciel, je pense. En tout cas, tu te décris comme un touche-à-tout digital, convaincu que les outils sont au service des hommes et pas l'inverse. C'est important. Et on va notamment aujourd'hui parler d'intelligence artificielle. Tu es aussi le co-auteur avec Nadja Medjad et Philippe Gilles du best-seller Neuro-Learning, les neurosciences au service de la formation. Ouais. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, mais 35 ans, ça laisse le temps. Voilà. Ouais. Alors, tu veux nous en dire plus et avec tes mots, peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. J'imagine qu'il y en a quand même plein. Donc, je suis Philippe Lacroix et comme tu le disais, ouais, je commence à avoir les tempes grises, même si ça ne se voit pas. Et je vais passer sur les parties de ma vie qui parlent de maison de retraite et de kiosque à pizza, mais me concentrer sur le domaine de la formation. Et tout ce que je vous raconte, en fait, est indissociable de Philippe Gilles, puisque ça fait 35 ans tous les deux qu'on bosse dans le domaine de la formation. On vous appelle les deux Philippe dans le secteur. C'est ça, voilà, c'est ça. Ça arrive qu'on nous appelle comme ça. C'est rigolo. C'est sympathique, en tout cas. Et effectivement, en 2000, sortant tous les deux de Ségos, on se dit, après que Jacques Coquerel, le président de Ségos à l'époque, a écrit dans Le Monde « Je ne crois pas au e-learning », on s'est dit, bah tiens, on va faire la première agence française de conception et de création de e-learning. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Et puis on a développé cette petite activité qu'on a cédée au groupe Demos, Jean Weimar, qui voulait faire de la formation à distance et qui, par 2 reprises, avait échoué à le faire. Et s'est dit, bon, je vais peut-être m'associer avec les gens qui le font. Et on a développé cette activité au sein de Demos, qui a représenté au final 10% de l'activité, donc c'était non négligeable à l'époque où Demos faisait 100 millions de chiffre d'affaires. Et puis après avoir eu cette petite réussite professionnelle, on s'est dit qu'on aspirait à une vie plus calme. Et donc on a créé Ildi, et on fait les événements que tu as cités, on publie des choses, et on anime une petite communauté qui s'appelle la Digital Learning Academy. Alors Ildi, qui est l'acronyme de International Learning and Development Institute, qui n'a aucun intérêt à Ok, très bien. Parfait. Bah, aujourd'hui, on est ensemble pour parler des innovations dans le monde de la formation. Tu vois beaucoup de start-up, d'entreprises des fois plus matures, en tout cas à travers les événements et tes découvertes, j'imagine, au fur et à mesure des années, tu as une certaine expertise et tu as aussi tes convictions sur le sujet. Donc, on va parler d'intelligence artificielle, mais pas que. Parce que tout le monde en parle et au final, tout le monde en a son propre avis de l'intelligence artificielle. En tout cas, toi, si on te pose la question aujourd'hui sur qu'est-ce qu'apporte l'IA concrètement, qu'est-ce que tu réponds? Question très large, mais toi qui vois plein d'acteurs, qu'est-ce que tu réponds à Qu'est-ce qu'apporte l'IA? De la démultiplication et de la diversité. Je peux, avec mes années de recul, dire que des révolutions, j'en ai vu tous les 5 ans. Et elles ont effectivement tenu leurs promesses, ces révolutions, quelquefois annoncées un peu en avance par rapport à la réalité. Mais l'IA aujourd'hui a cet intérêt d'aller très très vite, donc le delta entre l'annonce et la réalité est assez court. Et je vois une démultiplication du potentiel, c'est-à-dire que l'IA toute seule fera rien, ou quelque chose de très moyen qui n'a aucun intérêt. Quand on la met dans les mains de quelqu'un qui sait faire quelque chose et qui sait l'utiliser, ça donne effectivement d'assez bons résultats. Ça, c'est la démultiplication du potentiel d'une personne, d'un savoir-faire. Et puis la diversité, c'est qu'elle a cette liberté d'esprit encore de penser un peu de travers et donc de donner du potentiel créatif là où on n'aurait pas pensé le trouver, mais plus par erreur que par intentionnalité de la part de l'IA. Et c'est ça qui est intéressant. Et alors pour la création de contenu justement en formation, est-ce que ça a des impacts? Est-ce que tu as vu toi des usages aujourd'hui qui révolutionnent, le mot est peut-être un peu fort, la création de contenu? Oui, sur les quelques missions de conseil qu'on a fait dernièrement avec des clients qui s'intéressaient à ce que ça pouvait leur apporter, soit des sociétés spécialisées ou soit des académies internes.
et qui se disent, j'entends parler d'outils qui font de la conception automatique, de la production automatique avec de l'IA. Alors j'enlèverai le automatique, je vais dire automatisé. Mais oui, c'est bluffant, parce que ça le fait super bien. Quand on a bien éduqué l'IA, quand on lui donne un bon contexte, quand on lui donne les bonnes sources et quand on lui donne les bons objectifs, elle produit des trucs très acceptables. Alors bien évidemment, qui ne sont pas de la qualité d'un humain qui émettrait tout son temps et toute son énergie, mais par rapport à ce que toi et moi on peut voir de moyen, c'est tout à fait dans la moyenne de ce qui est produit aujourd'hui, et ça le fait vite et bien. Et on a connu les modules e-learning qui parfois étaient très longs à construire. Tu l'as plus connu que moi, et j'imagine dans les années 2000 c'était encore plus long. Mais voilà, le module en Flash même à une époque était très long à modifier, et l'IA aujourd'hui paraît être une révolution pour aller vite dans la création ou la modification. Oui, et puis on passait aussi du temps, on se faisait très plaisir. Moi, j'ai eu des introductions avec une mascotte qui était un kangourou qui faisait sauter des crêpes et qui disait bienvenue dans cette formation. Bon, et ça devait être très long à produire. Exactement, et je vois pas bien l'intérêt du kangourou qui fait sauter les crêpes, mais voilà. Et aujourd'hui, l'IA permet d'aller à l'essentiel et de faire gagner beaucoup de temps. On pourra revenir après peut-être dessus sur ce que ça va changer, mais ouais, c'est principalement ça aujourd'hui que je vois sur l'IA, ça démultiplie et ça ouvre un peu les esprits. Et pour la diffusion des formations, on pense au LMS, aux outils du marché. Est-ce que tu vois des choses? Est-ce que tu as entendu parler d'outils qui étaient vraiment à la pointe, qui avaient intégré l'IA plus que d'autres? Dans l'adaptive learning, oui. Pour moi, ça c'est vraiment le point essentiel pour l'instant de l'IA, c'est l'adaptive learning, c'est-à-dire être capable avec les contenus existants de faire le meilleur patchwork pour l'apprenant en fonction de son niveau initial et de ses objectifs fixés. Lui faire économiser un peu de temps ou de fatigue ou de plaisir, enfin lui faire gagner du plaisir à se former parce que les contenus s'enchaînent avec logique et intérêt pour lui. Là où je suis un peu déçu aujourd'hui, c'est que les LMS n'exploitent pas l'IA pour l'analyse de la data. Et Dieu sait que les LMS collectent énormément de data dans le parcours d'un apprenant. On n'en sort en général que 3 indicateurs, le temps, le score, la réussite. Depuis des années, ça n'a pas changé. Ouais. Et moi, aujourd'hui, enfin bon, voilà, laissons le temps à tout le monde d'intégrer et de digérer ce que permet de faire l'IA, mais c'est vrai que d'avoir une analyse un peu plus fine de la data serait intéressante. Ouais, alors en marketing, en effet, beaucoup disent qu'ils ont intégré l'IA. Après, la réalité, il faut en général bien la creuser pour aller voir, comme la grande époque, de l'adaptive learning, où tout le monde faisait de l'adaptive learning. Et je pense que c'est l'IA qui va vraiment permettre de passer un cap sur ce sujet. Alors, on va parler des changements majeurs avec l'intelligence artificielle. Je pense que c'est aussi ce qui nous intéresse, la vision du futur, même si le futur évolue très vite maintenant, avec des tendances qui, chaque trimestre, chaque semestre, sont plus les mêmes. Aujourd'hui, alors on enregistre ce podcast, 4e trimestre 2024, Philippe, c'est quoi les changements majeurs que tu imagines, toi, sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde de la formation? Alors, on l'a vu avec la conception et la création, on peut avoir l'IA qui fait de l'analyse documentaire et en sort un parcours de formation, le plan d'un parcours de formation, et qui peut, seconde étape, concevoir les contenus de formation, y compris des études de cas avec filé sur une dizaine de minutes, vraiment des choses qui sont aujourd'hui au-delà de la médiatisation intelligente ou la reformulation de texte. Et puis sur la diffusion, on l'a vu avec les LMS. Mais ce qui va changer pour moi, c'est que sans rentrer dans les détails techniques, et on peut parier que l'IA va accélérer, ce qu'elle fait aujourd'hui, elle ne le fait pas en temps réel. Il y a toujours un temps de latence entre le moment où on lui demande de faire quelque chose et le résultat. Même si ce temps est très très court, ce qui permet de faire gagner un temps infini dans les tâches, elle reste toujours aujourd'hui asynchrone par rapport au temps de formation de l'apprenant, et avec des étapes consécutives. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'IA pour faire de la conception, on peut utiliser l'IA pour produire, et on peut utiliser l'IA pour diffuser avec de l'adaptive learning de façon adaptative. Mais tout ça se fait avant le moment où la personne se forme, l'utilisation de l'IA. Et je pense que c'est qu'une question de mois ou d'années pour que l'accélération technologique nous permette de faire ça en temps réel. Et pour moi, ça va tout changer. Parce que ces métiers qui sont relativement cloisonnés et qui se font les uns après les autres, la conception, je maîtrise l'expertise et la conception pédagogique, je maîtrise l'utilisation d'outils et je produis les contenus, je maîtrise l'intégration de parcours et la diffusion et l'adaptation au niveau des apprenants, ça se fait de façon consécutive et absolument pas en temps réel. Imaginons que ce qu'on fait aujourd'hui avec l'IA soit faisable en temps réel, les 3 métiers fusionnent.
je suis en train de me former sur un sujet, l'IA détecte mon niveau, mon envie, mes préférences, et conçoit, produit et me diffuse en temps réel le contenu qui est le plus adapté à ce que je suis en train d'apprendre, le niveau où j'en suis. Et puis, comme les IA sont multimodales, qu'elles comprennent ce qu'on dit et qu'elles commencent à s'exprimer plutôt correctement, on peut même imaginer que le contenu soit pas forcément très formalisé ou très écrit ou très visualisé, mais que ça soit un dialogue, comme on peut faire un dialogue avec un expert, avec un formateur en salle qui nous explique quelque chose, qui répond à nos questions ou qui nous questionne. C'est ça, à mon avis, qui va beaucoup changer les choses. C'est cette notion de temps réel dans l'IA aujourd'hui, et on est à 2 doigts de l'avoir. Et je pense que quand on va avoir ça, ça va nous sauter aux yeux qu'effectivement, ce qu'on fait de façon consécutive peut se faire tout en même temps, au moment où la personne se forme. Une sorte d'extension du service formation. J'allais te poser la question est-ce que le service formation va disparaître ? Le service formation, il va se mettre à acheter autre chose ou de produire autre chose, c'est-à-dire qu'il va, au lieu de concevoir des formations, il va formaliser des instructions pédagogiques à une IA. Elle va lui dire, moi, ma façon de former, ma personnalité pédagogique dans mon entreprise, dans mon service, c'est ça. Voilà, on forme comme ça, on applique telle technique, on aime telle méthode, on aime tel accompagnement, telle liberté, telle autonomie qu'on donne à l'apprenant. Est-ce qu'en même temps qu'on le forme à un sujet, on renforce son autodidaxie pour qu'il soit encore plus autonome pour la suite, etc. Ben voilà. On explique tout ça à l'IA, qui sera capable de le comprendre, qui aujourd'hui est capable de comprendre déjà, et qui en tiendra compte pour dire, voilà, c'est bon, je peux former. Ouais. Et l'IA qui aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, est même capable de se mettre à la place de personnalités. Je crois que dans ce podcast, j'ai déjà cité, mais si on teste alors l'exemple de ChatGPT, mais qui est très formel quand on lui parle de manière très formelle au début ou quand on lui pose une question, et si on lui demande de se mettre par exemple à la place de Steve Jobs et de nous répondre avec beaucoup de storytelling, elle se transforme directement et elle transforme un discours, une réponse, sa façon de former potentiellement. Tout à fait. J'ai un ami écrivain qui s'est amusé à adresser ChatGPT et qui lui a demandé de rédiger un dialogue entre Charles de Gaulle et le Joker sur le thème de la chienlit. Et bien, le dialogue, c'était effectivement d'un côté très Charles de Gaulle et de l'autre côté très le Joker. Et il traitait et dialoguait de la chienlit. Et c'est bluffant de réalisme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les tics d'écriture ou toutes les techniques d'écriture que peut avoir un écrivain, puisqu'il lui a donné son savoir-faire initialement dans le prompt. Donc si on l'adresse bien, si on l'éduque bien, l'IA peut faire des choses assez formidables. On est très déçu en général de ce que fait l'IA, c'est qu'on lui donne peu de choses comme instruction et elle connaît peu de choses de nous. Aujourd'hui, notre monde n'est pas connecté aux IA, notre monde réel, notre quotidien n'est pas connecté aux IA. Donc elle ne nous connaît pas, elle ne connaît pas notre quotidien. Si on ne lit pas qui on est, ce qu'on veut faire, dans quel objectif, elle vise à côté ou elle fait du très moyen. Quand l'IA sera dans notre quotidien, quand elle saura qui on est, dans quel contexte on travaille, quel document on manipule, quel est notre métier, qu'est-ce qu'on a déjà fait 50 fois sur notre ordinateur, comme Google qui connaît tout de nous, et c'est pour ça qu'aujourd'hui une simple recherche sur Google est très pertinente, parce qu'on n'a pas besoin de lui expliquer ce qu'on cherche, elle le sait déjà. Bien l'IA sera beaucoup plus performante sans qu'on soit obligé de passer le temps qu'on passe aujourd'hui à lui décrire tout ce qu'on veut. Et je parlais avec un formateur, et c'est exactement ce que tu cites là, un formateur qui lui a configuré des ChatGPT qui savent comment il crée ses slides, comment il construit sa pensée pour animer une session, et on peut faire des trucs absolument dingues. Et c'est la question que j'avais pour toi, c'est pour le formateur tel qu'on le connaissait, à qui on a dit il y a maintenant 10 ou 15 ans on va faire du blended learning, donc maintenant on a du multimodal en effet quand on forme en digital, en présentiel, en synchrone, en asynchrone. Est-ce que tu vois une arrivée de l'IA dans cet aspect multimodal d'une formation qu'on va mener avec un formateur à un moment donné quand même en présentiel? Oui, le formateur peut déjà, se cloner et déléguer les tâches répétitives qu'il n'aime pas, notamment à l'accompagnement. Avec HeyGen, on peut facilement se cloner son visage, sa gestuelle, son intonation de voix et sa façon de s'exprimer. Tu peux répéter le nom de HeyGen, H-E-Y-G-E-N. Ok, qu'on vous mettra en descriptif du podcast si certains veulent aller voir. Ouais. Et donc ça, c'est un avantage pour lui. Et puis, il va avoir une oreillette, le formateur. C'est-à-dire qu'il va avoir une petite IA qui lui suggère des actions à mener, des choses à dire, des éléments qu'il n'a peut-être pas repérés chez l'apprenant.
Il va avoir un petit assistant qui va l'aider dans ses tâches quotidiennes à ne rien oublier et être peut-être un petit peu plus juste et un peu plus pertinent. Ok, donc pour résumer, l'IA va nous permettre de créer un fil conducteur entre toutes les activités qui aujourd'hui sont assez silotées, c'est bien ça? Bah, En oui, tout cas, parce que c'est ta vision pour l'instant, ce sont des outils qui sont indépendants. Mais quand on va pouvoir interconnecter les IA, ce qu'on commence déjà à pouvoir faire, effectivement, et qu'on aura cette notion de temps réel, on va pouvoir effectivement sur toute la chaîne de la production jusqu'à la diffusion de contenu de formation, avoir un fil conducteur, quelque chose qui unifie tout ça. Et ça va changer à la fois pour l'apprenant qui va se retrouver effectivement avec des expériences beaucoup plus interactives, beaucoup plus personnalisées. Mais je crois que le plus gros changement, ça sera pour les structures. Les éditeurs de contenu, les agences de formation et les diffuseurs ou les places de marché ou les éditeurs de LMS. Si tout le monde peut faire si on peut utiliser l'IA pour faire le métier des autres, ça va bouleverser le paysage. Et il y a une question qui se pose, c'est la place de chaque outil, puisque demain on pourrait avoir par exemple un contenu qui a été bien mappé, qui a les bonnes métadatas dans un système de l'entreprise, et sans LMS, sans outils, sans système, pouvoir arriver dans l'outil du quotidien du salarié pour le former. Donc une vraie révolution potentielle. Tout à fait. Moi je me mets à la place d'une entreprise par exemple qui aurait accès à un énorme catalogue de contenu de formation qualifié, sélectionné par thématique, par objectif, etc. Se dire, et si je donne ça à manger à une IA, elle peut former à n'importe quoi sans que j'ai de redevance à donner aux éditeurs. C'était la bonne data, et ouais, en effet. Exactement. Alors pour terminer peut-être sur cette partie projection sur l'IA, toi qui es en veille permanente avec Ildi, est-ce que tu as des outils autres que celui que tu as cité à nous partager, que tu as vu là récemment, que tu as testé, qui sont bien ou moins bien, peut-être aussi nous dire ce qui est potentiellement un peu moins bien et toujours utile? Alors j'en ai cité un, vraiment celui-là, il est extrêmement bluffant pour la formation, c'est-à-dire la possibilité de faire un expert virtuel à partir d'un personnage existant. Et c'est bluffant de réalisme, c'est-à-dire que moi je me suis cloné, je peux parler de n'importe quel sujet en français avec mon intonation, mes mimiques, ma gestuelle. Et dans toutes les langues? Et dans toutes les langues, c'est ça l'intérêt, ça me démultiplie beaucoup par rapport à ce que je sais faire dans la réalité. Et j'ai croisé des entreprises qui font ça effectivement pour leurs experts internes. Ils les ont clonés, ils leur écrivent le script de ce qu'ils veulent dire en formation, ils leur font valider pour la justesse et l'intérêt. Et puis ils appuient sur le bouton et on a un expert virtuel. Alors c'est un outil, j'imagine, en partie gratuit, mais surtout payant. Non, c'est très payant. On peut le tester gratuitement, bien sûr, mais non, l'IA est très coûteuse. Ça fait gagner du temps. Alors après, le temps vaut cher des fois. Donc quand on en gagne un peu ou beaucoup, ça peut être intéressant. Mais l'IA est coûteuse. Et l'autre outil que j'ai vu dernièrement et qui m'a vraiment, je ne vais pas dire bluffé, mais intéressé, c'est Gutenberg Technologies, qui est un éditeur de contenu et qui a une approche très industrielle. Et Dieu sait qu'on manque de contenu de formation, qu'on a besoin de les produire, et quelquefois vite, parce que ça a une durée de vie courte, donc il faut qu'on puisse produire vite, et sa capacité à digérer toutes les sources de données et en faire des plans de cours et des cours qui se tiennent vraiment très correctement, avec assez peu d'intervention humaine. Ouais, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et encore une fois, je mets de côté la qualité de ce qui est produit, parce que même si c'est critiquable sur certains points, ça reste à peu près au niveau de ce qu'on voit très couramment dans les contenus de formation. Et c'est un vrai gain de temps. Enfin, moi, à un titre personnel, des fois, j'envoie mes notes en disant, tiens, je vais parler pendant 5 ou 10 minutes sur un sujet, en disant, tiens, voilà tout ce à quoi je pense. Et maintenant, on peut même lui parler à ChatGPT, et il me structure un discours en me connaissant de mieux en mieux, où je gagne du temps tout en disant ce que j'ai voulu dire. Ça a structuré la pensée rapidement. Merci pour tous ces éléments, Philippe. On va maintenant passer au Fast and Curious. Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent pour la première fois, le Fast and Curious, c'est des questions pour toi, des ressources que tu as à nous partager. Ça peut être des ressources du monde de la formation ou d'autres secteurs. Et tu vas nous en dire un petit peu plus dès maintenant. La première question, c'est le futur de la formation en un mot. Si tu devais le décrire. Action. Ouais. Pourquoi action? Pourquoi tu as choisi ce mot? Parce que globalement, on se forme de façon passive actuellement. Et je pense que ce qui nous manque, ce qui nous frustre, ce qui nous démotive, c'est le manque d'action. Et si je pouvais avoir
une incantation pour l'avenir de la formation, ce serait action. Et c'est vrai qu'on rêve tous de recevoir le matin, le midi ou le soir le bon contenu de formation adapté. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu un monde utopique, mais qui le sera peut-être plus tant que ça grâce à l'IA. Ouais. On l'espère et on le verra en tout cas dans les années à venir. Un outil que tu souhaites nous partager avec nos auditeurs? Autrice. À la fois par cette très bonne intégration de l'IA, c'est un outil auteur, et l'accent très fort qu'ils ont mis sur l'accessibilité, qui pour moi est un sujet essentiel pour l'avenir. Une société française? Société française, outil français, qui vient de se lancer. Il faut tester, c'est vraiment, pour moi, plein de bonnes idées. Ok, et concurrent de Teachup. Teachup, ok. Ouais, dans l'esprit. Très bien. Un livre ou un podcast? T'as le choix. Que tu nous recommandes. Alors, un livre, je dirais Le Mage du Kremlin. Ça n'a rien à voir avec la formation, mais c'est un livre de stratégie politique que je trouve très intéressant pour décoder ce qui se passe actuellement. Livre récent ou sorti il y a quelques... Récent. Récent. Donc adapté au contexte actuel. Exactement, il est tout à fait d'actualité. D'accord. Ouais. Un autre livre, un autre podcast peut-être Alors un podcast c'est une émission qui peut s'écouter et pas que se regarder. Je trouve que le format court, 20 minutes d'Arte, Les idées larges, qui traite de questions de société par Laura Rahim, est une petite perle qu'on peut se permettre d'écouter une fois par mois. Très bien. Un blog, un site qui t'inspire, une newsletter, qui est un outil... information de formation. Le nouveau format de Uzbek Erika Futur, je trouve un bon... Alors ça se lit en ligne, ça peut se lire en papier aussi, c'est pas mal le papier. Tu disais, pardon, le nouveau format qui s'appelle Futur, Uzbek Erika, tu devais connaître. Ça marche, ouais. On connaît Vincent Hédin qui est rédacteur là-bas et qui participe à pas mal d'événements, dont le Learning Show. On salue les organisateurs du Learning Show qui s'est déroulé il y a quelques semaines à peine. Beau succès le Learning Show, excellent événement. On peut faire une parenthèse, tu y étais? Non, mais tu as l'habitude d'y aller? Oui, et puis ce sont mes camarades de jeu qui organisent ça. Nicolas, Yannick. Effectivement, avec beaucoup d'énergie. Et le succès est au rendez-vous, c'est très bel événement. Ouais, un événement qu'on vous recommande si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à y aller. Dans l'ouest de la France, je crois que c'est à Rennes chaque année, au couvent des Jacobins toujours. Exactement. Super endroit en plus. Voilà. Donc en tout cas, pour découvrir des innovations, des nouveautés et participer à des super tables rondes, c'est un événement qu'on vous recommande. Ça fait travailler l'économie de l'ouest et la SNCF, c'est formidable. Ça c'est vrai. Et de plus en plus de Parisiens qui viennent, donc c'est bien. C'est bien de ne pas faire des événements qu'à Paris. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin, Philippe? Alors, ça c'est mon côté persifleur et impertinent, la fin de mon sommeil. D'accord. Tu as la chance de te réveiller Ça fait des années que je ne mets pas de réveil, sauf ce matin, pour venir à l'heure. D'accord. Et ça change la vie. Alors, j'ai ce privilège de ne pas avoir cette obligation de mettre un réveil tous les matins. Parce que mes enfants sont grands et que je suis mon employeur. Mais ça change la vie de ne pas avoir cette contrainte le matin. C'est beau, on en rêve. En plus, bientôt à la retraite. Non. Je vois la ligne d'arrivée. Ça marche. Super. Et alors, qu'est-ce que tu nous recommanderais d'inviter dans le Learning Club? C'est la dernière question que j'aime bien poser aux invités. Tu l'as listé, tu l'as cité. C'est Nicolas Lezansic. C'est vraiment un camarade de toujours. On a démarré presque à la même époque et on a des mêmes points de vue. À chaque fois qu'on discute, qu'on se rencontre, on échange des choses formidables. Et il a énormément de choses à raconter sur la narration en formation. Quel parent pauvre. La formation, c'est un vecteur multimédia. Et dans le multimédia, ça manque aujourd'hui, je trouve, dans la formation, des techniques de narration qui changent tout. On parle beaucoup de storytelling, peu en font vraiment. Et au-delà du storytelling, Nicolas a énormément de choses à raconter la narration visuelle, la narration textuelle. Il faut l'écouter sur ce sujet. Ok, très bien. Et on lui lance l'invitation et on le contactera juste après ce podcast. Alors Philippe, peut-être une dernière question pour toi. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'est quoi 2025 pour toi, pour Ildi, les grands challenges, les grands moments forts peut-être pour ceux qui voudraient te retrouver en termes d'événements Alors le vrai challenge pour Ildi, ce n'est pas de continuer à faire ce qu'on fait, c'est de trouver le bon accroche pour que les gens viennent aux événements présentiels.
À chaque fois qu'on croise les gens qui viennent à nos événements présentiels, ils disent « Ah, c'est tellement bien de se voir, de se rencontrer, etc. » Mais c'est de plus en plus difficile à faire. De les faire venir. Les faire venir. Ouais. Et notre challenge, c'est ça. Alors, on a pensé au Finu, au champagne, tout ça, mais je pense que ça ne va pas dans le monde de la formation. Mais effectivement, au-delà de la blague, le challenge pour 2025, c'est essayer de donner de l'intérêt aux événements présentiels, parce que je pense que c'est vraiment toujours essentiel, ce contact humain. Et donc vous étiez passé au digital au moment du Covid, ça continue quand même, j'imagine, tous les événements digitaux que vous organisez, digitaux. Oui, on a fait moitié-moitié, c'est-à-dire avant le Covid, nos événements étaient uniquement présentiels, et après Covid, ils sont moitié distanciels, moitié présentiels. Et le présentiel, qui nous plaît beaucoup et qui visiblement plaît aux gens qui viennent, est un format qui est difficile à faire continuer. Top. Et au plaisir de te retrouver sur les événements présentiels ou distanciels. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas encore Philippe, j'imagine qu'on peut te retrouver sur LinkedIn, comme beaucoup. Si on veut échanger avec toi, le réseau privilégié LinkedIn. Je réponds facilement. Top. Et merci d'avoir passé cette demi-heure avec nous dans le Learning Club. Merci à tous de nous avoir écoutés ou regardés. On se retrouve prochainement avec un prochain invité. À bientôt. Merci, bonne journée.